Nationalité. Fonction. Date de naissance. Merci beaucoup. On parle de l'auteur. La présentation de l'auteur, qu'est-ce que vous avez besoin? Date de naissance. Si c'est connu. Oui. Son rôle. Son rôle. Fonction. Fonction. Les événements auxquels il s'est lié. Ouais. Merci beaucoup. Ça suffit comme présentation. Maintenant, parfois, les élèves ont tendance à citer un auteur qui est toujours vivant. Ils peuvent aller jusqu'à chercher une date de mort, alors que l'auteur est toujours vivant. Si vous ne connaissez pas les dates de naissance ou de mort, vous laissez. Il ne faut pas chercher. Si vous doutez, laissez. Parce que ça serait un anachronisme. Et l'anachronisme est toujours sanctionné en dissertation. En anachronisme, si vous inventez des dates ou bien vous mélangez, parfois vous inventez ou bien on vous acquitte de mélanger les dates. Là, on ne prend pas, on passe. Mais si vous ne connaissez pas, parlez de ce que vous avez que vous connaissez. Maintenant, si parfois vous rencontrez un auteur que vous n'avez jamais rencontré, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est de voir. D'abord, vous pouvez ne pas connaître comment dire sa date de naissance. Vous pouvez ne pas connaître son lieu de naissance. Vous pouvez ne pas connaître sa date de mort. Mais regardez, le texte parle de quoi? Parce qu'il faut qu'ils vont gagner mon tout. Il n'y a qu'à faire ça, c'est impossible. C'est parce que vous ne voulez pas réfléchir sur le deux. Vous avez un texte qui parle sur la Seconde Guerre mondiale. L'auteur peut être témoin des faits, comme le peut ne pas être témoin des faits, mais il a parlé des faits. Dites-vous que c'est un spécialiste de ça. Je ne peux pas venir vous parler des mathématiques. C'est impossible. Mais étant un historien, avec des diplômes reconnus dans des institutions reconnues, je suis reconnu, ou bien j'ai été, comment dirais-je, considéré comme étant un spécialiste à cette question. C'est valable pour tout le monde. Vous êtes élève dans l'établissement où vous êtes enregistré. Donc, forcément, vous êtes reconnu élève. C'est ça, le texte. Ne vous trompez pas. Regardez ce que parle le texte. Si il prononce un discours, vous verrez en bas, discours du Premier ministre britannique. Mais il a été élu Premier ministre britannique. Et vous allez dire non seulement qu'il était homme d'État, mais il fut un Premier ministre de telle nation. Le chef de l'État français se prononce. Avant tout, dites-vous que c'est un politique. Homme d'État français, ou bien il fut un chef d'État. Ça, c'est pas simple. Mais il y a certains qui ne veulent pas. Si vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. Si vous parlez au général du corps des forces armées russes se prononce, vous avez son discours. Mais qu'est-ce qui reste? Dites-vous qu'il appartient. La nationalité, vous allez connaître ça. Si vous ne connaissez pas la nationalité, si vous ne voulez pas trop jouer sur le tâtonnement, dites-vous que c'est il fut un général de l'armée russe ou bien un général de l'armée table. Vous avez compris? Ouais. C'est un général, comment c'est ça? Donc qu'est-ce qui reste? C'est de voir maintenant comment vous allez coller une fonction. Si vous ne connaissez pas le nombre de temps qu'il a travaillé pour l'armée ou bien qu'il fut président, ne tentez pas, laissez comme ça. Au minimum, vous aurez ce que vous avez à produire. C'est bon. Maintenant, ça, c'est les présentations de l'auteur. Après les deux présentations, qu'est-ce qu'il reste? Le contexte historique. C'est là qu'on va prononcer. La deuxième partie. Le contexte historique. Donc, vous aurez un contexte historique. Là, il faut toujours se préparer. Les élèves, là, ils m'en mettent sur des questions. Moi, j'ai contexte historique, moi, j'ai contexte historique. Donc, attendez-vous à ces 6 ou 8 points. Contexte historique de l'événement. Parce que déjà, comme l'a dit Ibrahim tantôt, le temps est lié à des événements. Vous allez faire le contexte historique de ces événements. Et là, on vous impose maintenant, on vous demande quel événement vous allez faire. C'est quoi un contexte historique?
Allez-y. Au contexte historique. C'est les événements dans lesquels le sujet est placé. Le sujet Est placé. est placé. Vous avez ça? Faire un contexte historique revient à préciser les événements antérieurs qui ont donné naissance au texte. C'est ce que vous avez besoin. Vous avez le texte avec vous. Le texte est considéré comme l'événement fils ou fils. Le texte là est considéré comme un bébé. Mais le bébé a toujours des parents. Papa et maman, père et mère. Merci. Maintenant, si vous êtes parti au baptême, j'ai l'habitude de donner cet exemple. Vous dites que nous sommes au baptême. On a commencé par le matin, donner des trucs, donner un nom au bébé, faire des ngalam et des lala, etc. Parce qu'il y avait maintenant, si jamais vous venez au baptême, il faut au moins demander le père et la maman. Ouais. Mais toujours s'intéresser du bébé. Le bébé a des parents. Maintenant, ce sont ces parents-là qui se sont conjugués pour donner le bébé. Maintenant, le texte est considéré comme un bébé. C'est parce qu'il y avait des événements antérieurs qui justifient maintenant la naissance de ce texte. Ce texte est tiède. Et vous replacez le texte dans son contexte. Vous allez monter au niveau des faits. C'est-à-dire vous allez monter au niveau des événements qui ont produit le texte. Chaque texte est produit selon un événement. Le contexte historique des crises des fusées de Cuba. Vous comprenez? Le contexte historique de la chute du mur de Berlin. Le contexte historique de la guerre de décolonisation en Algérie. Le contexte historique Pour comprendre ce contexte historique-là, remontez avant les faits. Ici, on vous parle des accords de Vienne. Les accords de Vienne ont conclu quel accord? Quel traité? Ou bien quelle guerre? Les accords de Vienne. Oui. La décolonisation au En Proche-Orient, vous avez les accords d'Oslo. C'est la guerre. C'est la guerre d'Algérie. Vous devez savoir maintenant, vous avez dit hier, il faut pouvoir regarder quels sont les accords qui ont mis fin à la guerre de Corée, les accords du Pan-mondial. Quels sont les accords qui ont mis fin à la guerre, ou bien à la guerre au Proche-Orient, ou bien à la, comment dirais-je, au premier traité en Palestine? Vous dites les accords d'Oslo. Quels sont les accords qui ont mis fin à la guerre d'Algérie? C'est les accords de Vienne. Et c'est comme ça que vous allez ensuite, dans la rédaction, vous terminerez par en 1900 telle indépendance a été accordée grâce aux accords de. Vous précisez. Chaque guerre, il y a des accords. Vous comprenez? Ces accords sont considérés comme des pour parler qui ont été avancés. Donc, vous allez monter encore de ces événements antérieurs pour revenir des événements précédents, du présent. On parle toujours des accords du fusée de Cuba. Pourquoi la guerre, comment la crise de Cuba a impacté la conscience mondiale. C'est parce que non seulement, quand on parle de cette contexte historique-là, on fait allusion au coup de désarmement qui a été lancé, ou bien en 1947, au moment où les États-Unis obtiennent l'arme atomique. Quand les États-Unis ont obtenu l'arme atomique, qu'est-ce qu'ils disent? 2 ans plus tard, en 1950, quand est-ce que l'URSS a obtenu l'arme atomique? 1950. Et vous verrez 2 ans après, ils ont obtenu eux aussi l'arme atomique. Maintenant, c'est à ce moment où la course aux armements est lancée.
Arrivé jusqu'à maintenant, construire des arbres, qu'est-ce qui reste? Une crise s'est prolongée. La crise des fusées de Cuba. Et vous avez déjà la crise des fusées, c'est 1962. Et vous remontez, vous descendez pour enfin remonter vers 62. Vous êtes parti jusqu'en 49, 1951, et vous arrivez maintenant jusqu'en 1962. C'est comme ça qu'on fait un compte historique avec des phrases bien construites. Et si vous lisez, vous allez comprendre. C'est bon pour le compte historique. L'analyse, comment faire une analyse? L'analyse. Comment faire une analyse? L'analyse, c'est quoi? Analyser la phrase soulignée dans le texte. Observation. C'est dire ce que tu vois. Analyser. Analyser revient à démontrer des problèmes, des solutions. quand on vous donne un texte, on vous demande de faire l'analyse. Dans ce texte-là, il faut connaître l'idée générale du texte et les idées secondaires qui concourent à enrichir cette idée principale. Forcément, dans un texte, vous aurez une idée principale. L'idée principale, ça regroupe toutes les parties du texte. Que ça soit 2 ou 3, vous avez une seule idée générale. Et pour réussir cette analyse-là, d'abord il faut reconnaître l'idée générale et les idées secondaires. Les idées secondaires n'ont rien d'autre que les parties, chaque partie du texte est considérée comme une idée secondaire. Et ce sont ces idées secondaires qui concourent enfin à enrichir l'idée principale. C'est là où on parle maintenant d'une analyse. C'est comme en français, on vous demande l'idée générale. Vous allez forcément, l'idée générale, connaître de quoi parle le texte. Mais vous ne voulez pas pouvoir traiter un texte sans pour autant parler, connaître de quoi ce texte nous parle. Donc, dites-nous de quoi parle le texte. Et enfin maintenant, qu'est-ce que vous avez besoin enfin pour comprendre les 3 ou 2 parties du texte? Vous avez compris? Essayez, comme vous le faisiez en philosophie, séparer les textes et chaque partie vous donnez un titre. C'est ça? Et après, avec tous les 2 parties là, vous aurez une seule idée générale, c'est-à-dire de quoi parle le texte. Vous comprenez? Donc pour le texte d'abord, comprenez de quoi il parle. Donc pour faire cette analyse, il faut tout simplement dire, dans notre texte, il est question de. Il est question de. Après vous continuez. Ce qui suit, c'est l'idée générale. Vous avez compris? Dans notre texte, il est question de la crise des fusées de Cuba en 1960. J'ai donné une idée générale. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il reste? Vous précisez maintenant les idées secondaires qui ont concouru à enrichir cette idée principale. D'abord, vous commencerez par la première idée, c'est-à-dire la première partie du texte et la deuxième partie du texte. Notre idée est soutenue par 2 idées secondaires, à savoir ça, c'est-à-dire le premier titre de la première partie et le deuxième titre de la seconde partie. Vous avez compris? C'est de ça que vous avez besoin pour bien respecter votre travail ou bien faire votre analyse. Le plan. Le plan réussit à donner le nombre de parties que vous avez. Donc, dans notre texte peut être divisé en 2 ou 3 parties qui traitent respectivement ligne 1 jusqu'à ligne telle. Vous donnez un titre. C'est comme vous avez fait l'analyse. L'analyse, si c'est bien fait, ça reflète un bon plan. Parce que l'analyse consiste à délimiter le sujet ou bien à donner le nombre de parties que vous avez avec les titres. Et ce sont ces mêmes titres des idées secondaires que vous allez reproduire au niveau du plan. En précisant maintenant chaque ligne, parce qu'en commentaire historique, il faut donner les lignes si c'est demandé. Si ce n'est pas demandé, si vous avez des questions maintenant, répondez aux questions et vous passez. Tout ça, comme vous partez à l'examen, il faut se préparer à tout.
C'est pour ça qu'on parle d'analyse, mais c'est rare de voir une analyse qui est demandée pour un commentaire. Mais c'est d'habitude des commentaires libres où vous avez un certain et la source pour pouvoir maintenant faire ceci. C'est bon. Dans le développement, toujours, c'est ça. On a fait l'introduction générale. Donc, quand vous trouvez le contexte historique, dites-vous que c'est une partie bien demandée. Si vous avez 8 points, essayez de faire tout pour satisfaire, pouvoir gagner les 8 points. On ne peut pas vous demander de faire une présentation, vous venez, vous faites autre chose. Faites une très bonne présentation. Si vous avez terminé, vous revenez, si le contexte historique est demandé, vous faites une très bonne, un très bon contexte historique. Parce que comme je l'ai dit, regardez toujours le barème. Si on vous demande 6 points, faites tout pour satisfaire les 6. D'habitude, en commentaire, on commence par 4 points, toujours pour la première question, présentation du texte, ou bien présenter l'auteur. Après avoir présenté le texte, citer des événements auxquels il a été lié, ou bien l'auteur fait allusion dans le texte. Vous avez ça, c'est juste regarder le texte, vous présentez et vous citez les deux événements. D'habitude, les événements sont inclus dans le texte. Et si on termine maintenant, on part au contexte historique. Regardez le contexte historique. Vous avancez, vous reculez derrière, c'est-à-dire pour regarder les événements auxquels l'auteur parlait pour enfin produire un texte. Et vous reflétez dans notre texte est s'inscrit dans le cadre général. En particulier, vous descendez du texte pour essayer d'en faire donner une proposition de contexte historique. C'est bon. On souligne une phrase, on vous dit d'expliquer la phrase soulignée. Expliquez la phrase soulignée. Explication. Maintenant, dans ces explications-là, regardez la phrase soulignée. La phrase soulignée peut contenir une ville. La phrase soulignée peut contenir une date. S'il n'y a pas une date, il y a une ville ou bien un nom de personne. Et vous allez regarder maintenant cette phrase-là. Vous pouvez amener des explications différentes de ce que parle le sujet en tant que tel. Maintenant, la phrase est inclue dans le texte. Mais si vous expliquez cette phrase, ne reproduisez pas ce que dit le texte. Prenez la phrase comme source de départ et vous partez, cherchez vos arguments et vous venez les coller au niveau du texte. C'est toujours comme si le texte est lié ou bien le texte est lié à quels événements. Les événements que vous allez tirer là, vous pouvez les chercher ailleurs. Des événements qui ne sont pas dans le texte. C'est toujours les mêmes quand on vous dit d'expliquer la phrase soulignée. Certains veulent se limiter au texte. Si vous avez d'autres arguments explicatifs à donner, il faut les imposer. Pour enfin maintenant parler de comment expliquer le texte. Vous avez une ville, expliquez cette ville. Vous avez, une date. Replacez la date dans son contexte. 1962. Et pourtant, vous pouvez trouver Cuba 1962. Cuba 1962. On vous dit d'expliquer la partie soulignée. Parfois, si ce n'est pas une phrase, on vous dit la partie soulignée. Ça, ce n'est pas une phrase. Parce qu'une phrase constitue d'un sujet, d'un verbe et d'un complément. Mais on vous dit une partie soulignée. Ça, c'est une partie soulignée. Cuba 1962. Vous allez systématiquement parler de la crise des fusées de Cuba. Et pourtant, le texte, vous avez vu Cuba 1962. Donc, c'est ce que vous avez besoin pour enfin maintenant de revenir sur les éléments explicatifs que vous avez. Forcément, vous allez partir du texte et vous allez enfin revenir du texte. Donc, le fait de partir, c'est de partir et revenir. Parfois, vous partez sans jamais revenir. Partez, vous interrogez les éléments, vous revenez. C'est ce que vous avez besoin. C'est bon. Expliquez une phrase du texte. On suit l'ordre chronologique. Expliquer n'a pas de règle, comment dirais-je, unique. Parfois c'est une phrase, on vous dit la phrase soulignée. Parfois on vous dit la partie soulignée. Si on vous dit la partie soulignée, ça peut être 2 phrases. Ça peut être 2 mots ou un groupe de mots qui est souligné. Vous expliquez Cuba 1962, l'exemple que j'ai pris. Est-ce que vous allez rester à parler de la ville de Cuba sous d'autres aspects?
est-ce que vous allez vous laisser 1962 qui était 1962 en Afrique? Non. Cuba, c'est déjà le livre. 1962, c'est l'espace. Qu'est-ce qui s'est passé d'abord? En entendant parler, vous verrez qu'en 1962, il y avait une crise à Cuba. On vous dit, un exemple, Bandung 1950, expliquez la partie soulignée. Vous avez la conférence de Bandung. La conférence de Bandung en 1955. Bandung, c'est où? Je l'ai dit hier. Ah, vous oubliez? Bandung, je l'ai dit hier. C'est pas Londres. C'est en Indonésie. Il faut marquer ça, s'il vous plaît. Bandung, si vous faites un commentaire, vous parlez de Bandung, en Indonésie, là, vous allez voir. Donc, Amir, c'est Amir. Amir, il faut situer Bandung dans l'espace, c'est en Indonésie. Maintenant, vous expliquez la conférence de Bandung. Est-ce que vous allez laisser l'Indonésie, c'est un pays asiatique, en Indonésie on trouve des je ne sais pas quoi, ça ne nous intéresse pas. Est-ce que vous allez prendre conférence, vous parlez de conférence, c'est quoi le mot conférence, etc. Non. Est-ce que vous allez laisser en 1955, il y avait en Afrique, etc. On n'a pas besoin de ça. Limitez-vous à la conférence de Bandung, vous replacez ça dans son contexte. Le tiers-monde. Le tiers-monde, Bandung, ça nous renvoie au tiers-monde, surtout Bandung 1955. C'est la formation d'une troisième alliance, c'est-à-dire parler du troisième bloc qui est né, le bloc, le mouvement des non-alignés, qui est constitué des pays africains et asiatiques. C'est en pleine guerre froide. On parle de la conférence de Bandung, on parle de l'émergence des pays du tiers-monde sont appelés les pays. Les pays, il y a certains qui sont nouvellement indépendants et les pays qui veulent se replacer dans le contexte d'indépendance. Donc, Bandung, c'est déjà une conférence du tiers-monde, le bloc non aligné, mais aussi le bloc des indépendantistes, des pays qui veulent obtenir l'indépendance. Donc, si vous replacez Bandung dans son contexte de la guerre froide, sortez aussi en deuxième lieu pour parler de décolonisation dans le contexte de décolonisation. C'est pour cette raison que le troisième bloc refuse d'être aligné, c'est-à-dire ils n'adhéreront ni le bloc Est ni le bloc Ouest. Merci. Ils ne vont pas adhérer le bloc Est ni le bloc Ouest. Ils veulent d'abord obtenir l'indépendance. Ce sont des pays africains et asiatiques. Au-delà du statu quo du monde est capitaliste et soviétique, les pays n'ont pas encore de décision à prendre parce qu'ils ne sont pas indépendants. Quel qui reste, la conférence de Bandung, ces pays veulent régler la question de leur souveraineté avant de parler maintenant des questions nationales et internationales. Vous comprenez? Donc, Amir, vous aurez cette chance d'expliquer la conférence de Bandung sous deux axes. L'émergence du tiers-monde, mais aussi la nouvelle voie des pays qui veulent obtenir l'indépendance. Ces pays sont africains et asiatiques. Donc c'est ce que vous avez besoin quand vous aurez à expliquer une partie dans le texte, bien une ou deux phrases. C'est bon. On revient sur la portée historique. Qu'est-ce que la portée historique? Les conséquences. Les conséquences. Les conséquences de l'événement. Portée historique d'un événement. C'est que l'événement a causé bien des conséquences d'un événement bien déterminé. Là, vous avez besoin, c'est-à-dire, d'habitude, c'est énuméré au niveau de la conclusion, mais on a l'habitude de le donner au niveau des questions qui composent la situation de votre travail. C'est-à-dire
dans des portées historiques, vous pouvez trouver maintenant un barème de 3 points, 4 points, etc. Ça dépend. Maintenant, on peut associer aussi la portée historique à un autre événement, c'est-à-dire une question qui a deux sens ou bien une question à double partie. Donc, vous verrez ces genres de trucs. On peut vous demander, faites un bilan. Tout ça, c'est des questions qu'on se demande. Faites un bilan matériel, le bilan matériel de la Seconde Guerre mondiale. Ça vous renvoie à la première leçon d'histoire des conséquences. Vous avez compris? Une question pour l'histoire avant de rentrer. On peut faire de la géographie? Oui. Qu'est-ce que vous avez besoin de la géographie? Sur l'analyse. Oui. L'analyse sur quoi? Amir, soyez intéressé. C'est la question qu'on donne souvent une troisième question. Parce que, par exemple, on nous donne des calculs sur le PIB, représentation graphique, et l'analyse. Donc, il nous dit l'analyse à partir de vos connaissances, l'économie, par exemple, le Japon, allemand. D'accord, je comprends. Vous analysez deux problèmes de nature différente. Analyse les graphiques. Déjà, vous savez comment concevoir un graphique. Analyse quoi? On vous dit analyse deux problèmes de nature différente auxquels les pays de l'Asie-Pacifique sont confrontés. Comme César. La troisième question. Merci. Là, on vous dit, partant des différents documents, analyse deux problèmes de nature différente auxquels les pays de l'Asie-Pacifique sont confrontés. Merci. D'habitude, c'est deux problèmes. Ou trois. Tout dépend de votre travail. Vous pouvez avoir deux problèmes ou trois problèmes auxquels. Maintenant, comment faire cette analyse? Est-ce que la même chose que l'analyse qu'on vous demande d'analyser un événement en histoire? Non. C'est pas la même chose. C'est pour ça que je vous dis, les mots n'ont de sens que dans les contextes qui sont utilisés. Donc ici, vous avez deux problèmes. C'est l'Asie, non? Oui. Oui, l'Asie. Pacifique. L'Asie-Pacifique. Dans l'Asie-Pacifique, qu'est-ce qu'on demande là-bas? L'Asie-Pacifique. Deux problèmes de nature différente. Mais deux problèmes liés à quoi? Avant de parler sur les problèmes, avant d'analyser, il faut connaître le statu quo d'abord. Qu'est-ce qui est demandé? Ou bien il s'agit de quoi ici? Ici, il s'agit des questions économiques, des questions sociales et politiques. Parce que vous avez fait l'Asie, vous avez fait l'Amérique, mais aussi vous avez fait l'Allemagne ou la France. C'est quelle leçon? C'est la France. Ou l'Allemagne, le modèle économique allemand. Donc c'est ça. Cette année, si vous avez fait l'Allemagne, l'année prochaine, ça sera la France, le modèle économique français. L'année passée, les candidats avaient fait le modèle économique français. C'est pour cette année, il s'agit du modèle économique allemand. Vous comprenez? Donc, Vous avez dit quoi? j'ai dit, la leçon entre l'Allemagne et la France, c'est d'abord cette année. Si vous avez fait l'Allemagne, l'année prochaine, ça sera la France. D'habitude, on dit le modèle économique allemand. Ou bien C'est quoi? Hein? Cette année, c'est quoi? Je n'ai pas entendu. Cette année, c'est quoi? Cette année, c'est Allemagne. Parce que vous avez fait Allemagne, je pense. Oui. Cette année, c'est Allemagne. Mais l'année prochaine, l'Allemagne ne va pas figurer. Ça sera la France. Vous comprenez? Nous, à notre temps, c'était l'Allemagne. C'est bon. Donc, si vous traitez le sujet là, il faut vérifier Là, on va sortir au bac.
Mais c'est bien possible. Vous avez fait l'Allemagne cette année. Mais c'est peut-être qu'il est un extraterrestre, ça vous dire. Donc c'est à ce moment où les élèves commencent maintenant à sortir les jeunes, à se demander Si ce vous qui dites va que se tu vas apprendre seulement allemand. Ah, Non, donc il faut tout apprendre. Parce que L'Allemagne n'a pas de problème. il faut tout apprendre. En Allemagne, on vous demande toujours les modèles économiques. Les modèles économiques, c'est quoi l'économie? C'est l'opposé. C'est l'énergie. En fait, développer. En Allemagne, vous avez l'industrialisation. Et la mécanique aussi. Surtout la mécanique. Les véhicules. L'Allemagne, c'est un pays qui fabrique des véhicules. Merci beaucoup. Volkswagen. Ça, c'est des comment dirais-je? C'est des exemples de l'industrie qui concourt à enrichir l'économie allemande. Et vous verrez les Volkswagen, Mercedes et consorts, vous devez être en mesure de citer les marques de voitures qui appartiennent à l'Allemagne. On est là? Oui, mais bien sûr, c'est des exemples qu'on donne. Parce que quand on vous demande le modèle économique, dites-vous que sur quoi l'économie allemande s'est reposée. Mais l'économie aussi a des limites. Il y a toujours des problèmes. Chaque pays a des limites ou bien des problèmes dans son développement économique. Et tout ça, c'est d'abord le mode de développement qui est choisi par le régime qui est mis en place. Vous verrez maintenant dans chaque changement de régime, quand maintenant il y a ce régime qui vient, il va imposer forcément une ligne de conduite économique qui se chargera maintenant de développer tous les aspects pour l'avancée ou bien le redressement économique. Maintenant, on revient en Asie-Pacifique.